Le visage de l'adjoint de sécurité, ADS, Marc Dubois se vida de tout sang lorsque le nom de la procureure de la République Victoire Dumas s'afficha sur son téléphone portable. 20 minutes auparavant, il avait menotté ses filles jumelles sur le trottoir, ignorant leurs suppliques et se moquant de leurs mensonges concernant leur identité. Maintenant, ses 18 années de carrière ne tenaient plus qu'à un fil. Avant de nous plonger dans cette histoire puissante sur les préjugés, la responsabilité et la transformation, j'aimerais savoir d'où vous écoutez. Laissez votre localisation dans les commentaires ci-dessous. Si jamais vous avez été témoin ou victime de profilage racial, appuyez sur le bouton j'aime pour montrer votre solidarité avec ceux qui sont touchés par ce problème persistant. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires stimulantes qui mettent en lumière les problèmes de justice sociale dans nos communautés. Maintenant, revenons en arrière pour voir exactement comment les suppositions erronées de l'ADS Dubois ont mené à un moment qui allait changer à jamais de multiples vies et un commissariat de police tout entier. L'ADS Marc Dubois ajusta ses lunettes de soleil contre le vif soleil printanier alors qu'il guidait sa voiture de patrouille dans les rues bordées d'arbres de Val-du-Lys. Le quartier le plus aisé d'Oakwood Paris, ou d'une banlieue ouest parisienne. Ce policier vétéran de 42 ans avait été muté à ce commissariat 6 mois auparavant. Après 15 ans passés à travailler dans les districts de l'Est, plus difficiles, de la ville, il ne s'était toujours pas complètement adapté aux pelouses manucurées et aux vastes propriétés qui composaient son nouveau secteur. Les trottoirs immaculés et les parterres de fleurs soigneusement entretenus lui semblaient presque étrangers après des années de patrouille dans des zones aux devantures barricadées et aux infrastructures délabrées. Néanmoins, Dubois était fier de son rôle, consistant à assurer la sécurité de Val-du-Lys. Ce qui, dans son esprit, signifiait principalement s'assurer que les personnes qui n'y avaient pas leur place étaient rapidement interrogées et renvoyées si elles ne pouvaient fournir une raison satisfaisante de leur présence. Alors qu'il passait devant le lycée Saint-Augustin, une école privée exclusive dont les frais de scolarité annuels dépassaient 30 000 €. Dubois remarqua 2 adolescentes noires marchant sur le trottoir. Elles portaient l'uniforme distinctif de l'école, jupe plissée bleu marine et or. Blazer avec des blasons brodés et chaussures cirées qui les identifiaient comme élèves de l'institution prestigieuse. Jasmine et Zoé Dumas, jumelles identiques de 16 ans aux tresses soignées tirées en queue de cheval assortie, se dirigeaient vers un café voisin pour étudier après leur entraînement d'équipe de débat. Leur conversation animée sur la prochaine compétition de simulation de l'ONU, où elles représenteraient la France, était ponctuée de rire alors qu'elles portaient des sacs à dos et des manuels coûteux. Le front de Dubois se plissa alors qu'il les observait à travers sa fenêtre. Dans son esprit, ces filles ne correspondaient pas à son image des élèves de Saint-Augustin. Malgré leurs uniformes et la proximité de l'école, sans délibération consciente, il fit demi-tour à la prochaine intersection et les suivit lentement pendant un pâté de maison. Observant leur langage corporel et leurs mouvements avec la minutie qu'il avait développée durant des années de police proactive dans les zones à forte criminalité. Sa suspicion, formée sans preuve mais enracinée dans des préjugés profondément ancrés, le conduisit à se ranger à côté des filles et à baisser sa vitre passager. « Arrêtez-vous toutes les deux, là !» lança-t-il d'un ton autoritaire qu'il avait perfectionné au fil des ans de service. Les filles s'arrêtèrent en pleine conversation, surprises par l'ordre. Leurs expressions passèrent rapidement de la confusion à la lassitude alors qu'elles échangeaient un regard complice qui en disait long. Ce n'était pas la première fois qu'elles étaient profilées, et toutes deux reconnurent ce qui se passait. Dubois gara sa voiture de patrouille et sortit, sa main droite près de son arme, dans une posture qui projetait l'autorité mais impliquait aussi une menace potentielle. « J'aurai besoin de vos papiers d'identité et d'une explication pour votre présence dans ce quartier », déclara-t-il fermement, s'approchant des filles avec la prudence qu'il utiliserait face à des suspects potentiels. Les jumelles conservèrent un sang-froid parfait malgré la tension immédiate de la situation. « Nous sommes élèves à Saint-Augustin et nous nous dirigeons vers le café Bloom pour étudier. » Adjoint, expliqua poliment Jasmine, sa voix posée alors qu'elle tendait lentement la main vers sa carte d'étudiante dans la poche de son blazer. Dubois se tendit immédiatement à son mouvement, sa main se rapprochant de son arme. « Immobile », ordonna-t-il sèchement, sa voix montant d'un volume qui attira l'attention des passants. « Gardez vos mains où je peux les voir. » Jasmine obtempéra immédiatement, levant légèrement les 2 mains tout en expliquant « J'allais juste prendre ma carte d'étudiante. » « Monsieur. » Après lui avoir ordonné de la récupérer avec une prudence exagérée, Dubois examina les cartes d'identité des 2 jumelles avec un scepticisme évident, les retournant et les tenant à la lumière comme s'il cherchait des signes de contrefaçon. Malgré le sceau holographique distinctif de l'école et les photos correspondantes, il dit d'un ton dédaigneux en leur rendant les cartes « Les filles comme vous ne vont pas à Saint-Augustin ». L'implication de ces mots était sans équivoque. Zoé, légèrement plus franche que sa sœur,
Leva un sourcil. Que voulez-vous dire exactement par « fille comme nous » ? Adjoint ? Demanda-t-elle directement, défiant sa supposition tout en maintenant un ton respectueux. Sa question agita visiblement Dubois, dont l'expression se durcit. Asseyez-vous simplement sur le trottoir pendant que je vérifie votre histoire, ordonna-t-il. Faisant un geste vers le bord du trottoir comme s'il s'adressait à des criminels sur une scène de crime. La confrontation avait commencé à attirer l'attention. Plusieurs passants ralentissant pour observer l'interaction. Parmi eux se trouvaient des parents d'élèves de Saint-Augustin qui reconnaissaient les jumelles Dumas mais hésitaient à intervenir. Mal à l'aise de défier l'autorité policière même en étant témoin d'une possible faute professionnelle. Dubois appela les noms des filles pour vérification, informant la centrale qu'il enquêtait sur un possible absentéisme scolaire et une intrusion. Malgré leurs uniformes scolaires et leurs identifications. Lorsque Zoé tenta d'appeler leurs parents alors que la situation s'intensifiait, Dubois confisqua immédiatement leurs 2 téléphones, affirmant qu'il devait les saisir comme preuve potentielle. Une justification sans fondement dans la procédure policière réelle. Tout au long de cette situation escaladante, les jumelles Dumas restèrent remarquablement calmes, ayant été soigneusement instruites par leurs parents sur exactement ces scénarios. Leurs réponses dignes et leurs questionnements articulés des actions de Dubois semblèrent agiter davantage la déesse, qui paraissait de plus en plus déterminée à affirmer son autorité. Ma mère est la procureure de la République Victoire Dumas, l'informa calmement Jasmine alors qu'il continuait à les interroger sur leur véritable raison d'être à Val-du-Lys. Dubois ricana avec mépris à cette affirmation, son incrédulité étant évidente. Bien sûr, et mon père est le président, se moqua-t-il, considérant clairement cela comme un mensonge désespéré d'adolescente tentant d'échapper aux conséquences. Malgré les protestations croissantes des passants, y compris d'un professeur de Saint-Augustin qui reconnut les jumelles et tenta de confirmer leur identité. Dubois procéda à menotter les 2 filles, citant l'entrave et la fourniture de fausses informations à un agent de la paix. Sa caméra corporelle enregistra toute l'interaction, chaque commentaire dédaigneux, chaque accusation sans fondement et chaque réponse posée et articulée des adolescentes qui contredisaient ses suppositions à leur sujet. L'évidence croissante qu'il commettait une grave erreur lui semblait invisible, car il se concentrait uniquement à confirmer ses suspicions initiales. Sa radio crépitait à plusieurs reprises avec des demandes de la centrale pour vérifier ses actions avant de procéder davantage. Des appels qu'il ignora délibérément alors qu'il demandait une voiture de patrouille pour transporter les filles au commissariat. La situation avait complètement dégénéré lorsque le téléphone de Dubois sonna avec le numéro direct de sa capitaine. Il ignora initialement l'appel, mais lorsque celui-ci sonna immédiatement à nouveau, il décrocha à contre-cœur. Son expression se transforma d'une autorité confiante à une réalisation choquée alors qu'il écoutait la voix à l'autre bout. Comprenant finalement la magnitude de son erreur. La voix de la capitaine Sophie Leclerc parvint au téléphone de Dubois avec une urgence indéniable. Marc, vérifie immédiatement qui tu as interpellé. Maintenant. La tension inhabituelle dans le ton de sa supérieure, habituellement imperturbable, coupa la certitude de Dubois comme un couteau dans du beurre. Il s'écarta des jumelles menottées, tournant le dos comme si cette distance physique pouvait d'une manière ou d'une autre les empêcher d'entendre la conversation qui allait se dérouler. Juste des gamines en fugue qui prétendent être élèves de Saint-Augustin, répondit-il avec une confiance persistante. Sa voix basse mais toujours audible pour ceux qui se trouvaient à proximité. Je les ai attrapées en intrusion à Val-du-Lys. Elles ont de fausses cartes d'identité et... Leclerc le coupa net. Ce sont les filles de la procureure Dumas. Imbécile, relâche-les immédiatement. La procureure est déjà en route vers ta position. Les mots frappèrent Dubois comme un coup physique, son monde basculant alors qu'il traitait cette information. Il se tourna lentement pour regarder les jumelles avec un regard neuf. Voyant soudain leur attitude posée non pas comme de la défiance, mais comme la confiance de jeunes femmes qui savaient exactement qui elles étaient et quels droits elles possédaient. Son esprit parcourut l'interaction, se remémorant chaque commentaire dédaigneux, chaque supposition sans fondement qu'il avait faite, tout étant capturé sur sa caméra corporelle pour un examen inévitable. La réalisation qu'il avait menotté les filles du procureur de la République sur un trottoir public sans motif envoya une vague de peur froide à travers lui qui n'avait rien à voir avec l'inquiétude pour leur bien-être et tout à voir avec ses perspectives de carrière. Alors que cette réalité s'installait, un SUV noir élégant avec des plaques gouvernementales s'arrêta brusquement à proximité. L'apparition soudaine du véhicule attirant l'attention de la foule grandissante de badauds. Victoire Dumas émergea du côté conducteur. Une femme noire formidable d'une 50aine d'années, vêtue d'un impeccable tailleur anthracite qui rayonnait l'autorité. Son expression était un masque de fureur contrôlée alors qu'elle examinait la scène devant elle, ses filles menottées assises sur le trottoir tandis qu'un officier de police blanc se tenait à proximité. L'air de plus en plus mal à l'aise.
Elle n'était pas seule. Son chef de cabinet sortit du côté passager tandis que le commandant Karim Silla, directeur de l'inspection générale de la police nationale, IGPN, qu'elle avait appelé en route, arriva dans un véhicule séparé quelques instants plus tard. Dubois s'affaira avec les clés des menottes, soudain désespéré d'annuler son erreur avant que la procureure ne les atteigne. Son arrogance précédente s'était entièrement évaporée, remplacée par une panique à peine dissimulée. La foule de badauds, désormais forte de plus de 20 personnes, s'écarta pour Victoire Dumas comme l'eau. Beaucoup avaient leur téléphone sorti, enregistrant la scène qui allait bientôt peupler les plateformes de médias sociaux à travers la ville. Victoire ne salua pas Dubois initialement, allant directement vers ses filles, vérifiant si elles étaient blessées et leur parlant à voix basse. Ce n'est qu'après s'être assurée qu'elles étaient physiquement indemnes qu'elle se tourna pour faire face à la déesse. Sa voix contrôlée portant clairement à tout le monde présent. Adjoint, je crois que vous devez une explication à mes filles. Puis des excuses. Dubois bégaya une faible justification concernant le protocole et la suspicion raisonnable. Chaque mot sonnant plus creux à mesure qu'il les prononçait à haute voix devant la procureure posée. Victoire écouta sans interruption, son silence étant plus accablant que n'importe quelle explosion de colère n'aurait pu l'être. Lorsqu'il termina son explication décousue, elle demanda simplement « Et qu'est-ce qui vous a spécifiquement rendu suspect de mes filles ?» Adjoint Dubois ? La franchise de la question le laissa sans réponse préparée, incapable d'articuler une raison légitime qui ne révélerait pas son préjugé. Dubois se rabattit sur le langage procédural concernant les personnes inconnues dans la zone et les récents rapports d'intrusion. Chaque excuse se flétrissait sous le regard stable de Victoire, qui ne trahissait ni la colère qu'elle ressentait sûrement, ni aucune acceptation de ses justifications superficielles. Le commandant Karim Silla, le directeur de l'IGPN, s'avança pour demander que la vidéo de la caméra corporelle de Dubois soit téléchargée immédiatement. Lorsque Dubois hésita, Silla lui rappela que retarder ou altérer la séquence constituerait des violations supplémentaires qui ne feraient qu'aggraver sa situation déjà précaire. Alors que la confrontation se déroulait sous le soleil printanier éclatant, l'esprit de Dubois revint à sa formation à l'école de police, où les instructeurs avaient mis en garde contre les dangers de la police biaisée. Le souvenir refit surface de Victoire Dumas lors d'une session de formation du département des années auparavant, discutant des procédures appropriées pour les interpellations de mineurs. Une présentation à laquelle il avait assisté mais qu'il avait clairement échoué à intérioriser. Pendant ce temps, l'esprit de Victoire remonta à une conversation très différente, celle qu'elle avait eue avec ses filles lorsqu'elle avait commencé au lycée Saint-Augustin 2 ans auparavant. Elle les avait assises pour parler, non seulement des interactions avec la police, mais aussi de la navigation dans des espaces majoritairement blancs en tant que personne noire. Vous devrez être 2 fois meilleur pour obtenir la moitié du crédit, leur avait-elle dit. Son expression sérieuse alors qu'elle transmettait une sagesse née de l'expérience personnelle. Et quand, non pas si, mais quand, vous serez confronté à des figures d'autorité qui verront votre peau avant de voir votre humanité. Souvenez-vous de vos droits, mais rappelez-vous aussi que votre sécurité passe avant tout. Les jumelles avaient suivi ces conseils parfaitement lors de cette rencontre, restant calmes et non conflictuelles tout en affirmant leur identité et leurs droits. Leur réponse digne contrastait fortement avec les tentatives de plus en plus désespérées de Dubois pour justifier ses actions. Alors que les conséquences professionnelles de ses choix devenaient plus claires à chaque instant qui passait. Victoire demanda à ses filles d'aller avec son chef de cabinet à la voiture pendant qu'elle avait un entretien privé avec le commandant Silla et la capitaine Leclerc. Alors que les jumelles s'éloignaient, Dubois entendit Victoire dire « Je veux que la vidéo de sa caméra corporelle soit sécurisée immédiatement. Et j'aurai besoin des noms de tous les agents ayant fait l'objet de plaintes similaires. » Les implications de ces mots lui envoyèrent un autre frisson. Cela n'allait pas être traité comme un incident isolé, mais potentiellement comme faisant partie d'un modèle qui pourrait affecter non seulement lui, mais tout le commissariat. La capitaine Leclerc s'approcha de Dubois avec une expression qui combinait déception et colère. « Vous êtes mis en congé administratif. En attendant l'enquête, l'informa-t-elle platement. J'ai besoin de votre insigne et de votre arme de service. Maintenant. » Cette reddition publique des symboles de son autorité était inhabituelle. Généralement, de telles actions se produisaient au commissariat plutôt que sur le terrain. Et la dérogation au protocole rendait claire la gravité de la situation et le désir du département de démontrer une action immédiate. Alors que Dubois décrochait son insigne et dégainait son arme, un souvenir refit surface de ses jours à l'école de police 20 ans plus tôt. Lorsqu'un instructeur avait averti la classe, « Votre insigne n'est pas un pouvoir. C'est une responsabilité. Abusez de l'un, et vous perdez les deux. » 2 décennies plus tard. Ces mots résonnèrent enfin alors qu'il regardait sa carrière s'effondrer devant lui à cause d'une interpellation qui avait duré moins de 15 minutes.
mais qui aurait des répercussions qui se feraient sentir tout au long du reste de sa vie. La partie se termine avec Dubois assis seul dans son véhicule personnel. S'étant vu interdire d'utiliser sa voiture de patrouille pour rentrer chez lui. Son téléphone vibre avec un message de sa femme. « Elena, pourquoi y a-t-il des vidéos de toi qui deviennent virales sur les réseaux sociaux ?» Levant les yeux du message, il voit plusieurs passants toujours en train d'enregistrer, leur téléphone pointé directement sur lui, alors qu'il réalise que cet incident ne restera pas confiné aux canaux du département. Ses actions seront jugées non seulement par ses supérieurs, mais par la communauté entière, avec son nom et son visage attachés à ce qui devenait rapidement un exemple viral de profilage racial. En soirée, des clips vidéo de l'incident s'étaient propagés sur de multiples plateformes de médias sociaux avec la vitesse et l'intensité d'un feu de brousse. Les hashtags comme ***, hashtag #BiéPoliceAuQuote, ***, et ***, hashtag les filles de la procureure ***, sont devenus tendance au niveau national. La séquence montrant le traitement dédaigneux des jumelles Dumas par Dubois juxtaposé à leurs réponses posées. Des quarts de reportage bordaient la rue devant le siège du commissariat central de police d'Auqui Paris. Leurs antennes paraboliques pointaient vers le ciel alors que les journalistes se préparaient pour des émissions en direct pendant le cycle des nouvelles du soir. À l'intérieur du bâtiment, le commissaire divisionnaire Étienne Delcourt, un homme noir qui avait gravi les échelons au cours de 30 ans de service, se tenait devant un podium hâtivement aménagé pour s'adresser aux médias rassemblés. Son expression révélait la tension de gérer une crise qui menaçait de saper des années de travail de relations communautaires. Le comportement affiché aujourd'hui ne représente pas les valeurs ni la formation de notre département, déclara-t-il. Sa voix grave portant l'autorité malgré les circonstances difficiles. Nous avons mis l'ADS Dubois en congé administratif en attendant une enquête complète et nous coopérons pleinement avec l'examen indépendant mené par le bureau du procureur et l'IGPN. La déclaration soigneusement rédigée ne satisfit guère les journalistes qui criaient des questions de suivi sur les modèles départementaux. La formation sur les biais et si cet incident reflétait des problèmes plus profonds au sein de la force. À des kilomètres de la conférence de presse, Marc Dubois était assis en silence stupéfait dans son salon, regardant la couverture avec sa femme, Elena, et leur fils adolescent, Dylan. L'écran de télévision affichait son nom et son numéro d'insigne sous des séquences capturées par les téléphones des passants. Les images étant plus accablantes à chaque rediffusion. Elena, une infirmière qui avait soutenu sa carrière policière à travers de nombreuses difficultés au cours de leurs 17 ans de mariage, faisait les 100 pas derrière le canapé, luttant pour concilier l'homme qu'elle connaissait avec la déesse dans les vidéos. « À quoi pensais-tu, Marc ?» demanda-t-elle à plusieurs reprises, son expression passant de l'inquiétude pour leur avenir à la déception face à ses actions. Dubois n'avait pas de réponse satisfaisante. Sa confiance habituelle remplacée par un sentiment de vide alors qu'il regardait sa réputation professionnelle se désintégrer en temps réel. À côté de lui sur le canapé, Dylan, 15 ans, restait silencieux d'une manière troublante, son expression révélant une nouvelle incertitude à propos de son père qui coupait Dubois plus profondément que n'importe quelle critique verbale ne pouvait le faire. Le garçon avait grandi fièrement, racontant à ses amis que son père était policier, portant des t-shirts du commissariat d'Oakwood et défendant l'application de la loi lors des débats en classe. Maintenant, il était assis les épaules voûtées, jetant occasionnellement un coup d'œil à son téléphone où ses camarades de classe discutaient sans aucun doute de l'infamie soudaine de son père. Pendant ce temps, au domicile des Dumas à travers la ville, Victoire tenait une réunion de famille avec son mari, le professeur Drive, Jacques Dumas, un cardiologue éminent qui s'était précipité chez lui depuis l'hôpital en apprenant l'incident et ce qui était arrivé à leur fille. Plutôt que de s'attarder sur le traumatisme de l'expérience, Victoire concentra la conversation sur les prochaines étapes et les implications plus larges. « Il ne s'agit plus seulement de vous deux », expliqua-t-elle, son esprit de procureur cartographiant déjà les stratégies et les issues potentielles. L'ADS Dubois a un historique d'incidents similaires qui ont été passés sous silence. Si nous n'abordons pas les problèmes systémiques, rien ne changera. Les jumelles partagèrent leurs émotions contradictoires quant au fait de devenir soudainement le centre de l'attention publique, la colère d'avoir été profilée, la satisfaction d'avoir tenu bon, mais aussi l'inquiétude de devenir malgré elles des figures publiques dans une bataille pour la justice raciale qu'elles n'avaient pas choisie. Jacques, généralement le pacificateur de la famille qui équilibrait l'intensité stratégique de Victoire avec un pragmatisme compatissant, exprima une colère rare alors qu'il examinait la séquence sur sa tablette. Vous n'auriez pas dû avoir à être parfaite juste pour être traitée avec une dignité de base, dit-il à ses filles. La voix serrée par l'émotion. La charge de la preuve ne devrait jamais incomber à l'innocent.
La discussion de la famille fut interrompue à plusieurs reprises par des appels et des messages de leaders communautaires, d'organisations de défense des droits civiques et même du maire. Tous désireux de s'aligner sur la cause de la famille Dumas. Victoire navigua habilement dans ses eaux politiques, faisant comprendre à chaque appelant qu'elle poursuivait cette affaire pour la justice, non pour la publicité ou l'avantage politique. Ses années en tant que procureur lui avaient appris la différence entre une action significative et une indignation performative. Et elle n'avait aucun intérêt pour cette dernière. De retour au commissariat, le commandant Sylla de l'IGPN et la capitaine Leclerc examinèrent le dossier personnel de Dubois, révélant un modèle de plainte concernant des biais raciaux qui avaient été rejetés ou minimisés dans son précédent commissariat. 3 plaintes pour usage excessif de la force impliquant des suspects minoritaires au cours des 5 dernières années, nota Sylla. Feuilletant la documentation, toutes jugées non fondées malgré les déclarations de témoins soutenant les plaintes. Leclerc, qui n'avait supervisé Dubois que pendant 6 mois depuis son transfert à Val-du-Lys, exprima sa frustration de ne pas avoir reconnu les signes avant-coureurs plus tôt. Ces statistiques d'arrestation montraient des disparités raciales. Mais elles n'étaient pas signalées car ces chiffres globaux étaient solides. Elle admit que les indicateurs de performance pouvaient masquer des modèles problématiques. Le système l'a protégé jusqu'à ce qu'il cible quelqu'un ayant le pouvoir de riposter. Le lendemain matin, Dubois reçut une notification officielle de l'enquête de l'IGPN par courriel, comprenant une liste de multiples violations de politique qui pourraient conduire à la révocation, détention inappropriée, défaut d'établir une suspicion raisonnable, traitement discourtois et violation potentielle des droits civiques. De plus, le message indiquait que le bureau du procureur de la République menait son propre examen d'éventuelles accusations pénales liées aux violations des droits civiques. Son représentant syndical de la police appela peu après, lui conseillant de garder le silence et de les laisser gérer sa défense. Ne dis rien à personne à ce sujet. Pas aux collègues, pas aux amis, pas aux réseaux sociaux, instruisit fermement le représentant avant d'ajouter. Officieusement, celle-ci est mauvaise. Marc, le bureau du procureur a des ressources et une motivation que nous ne pouvons égaler. Nous ferons de notre mieux. Mais tu dois te préparer au pire. Alors que Dubois traitait ces développements, la sonnette retentit, révélant un visiteur inattendu, le père Jean-Luc de l'église communautaire d'Oakwood, où Dubois assistait occasionnellement avec sa famille. Le ministre d'âge moyen se tenait sur le porche avec une expression inquiète plutôt que la condamnation que Dubois en était venu à attendre de tout le monde en dehors de sa famille immédiate. Je pensais que vous pourriez avoir besoin de quelqu'un à qui parler, dit simplement le père Jean-Luc lorsqu'il fut invité à entrer. Leur conversation dans la cuisine de Dubois évita à la fois les assurances vides et les jugements sévères. Au lieu de cela, le pasteur posa à Dubois une question qui allait perdurer longtemps après la visite. Voulez-vous défendre ce que vous avez fait? Ou voulez-vous comprendre pourquoi vous l'avez fait? Ce défi doux mais direct devint un tournant. Le père Jean-Luc encouragea Dubois à examiner les croyances sous-jacentes qui avaient conduit à ses actions. Vous n'êtes pas le premier agent à faire cette erreur. Et vous ne serez pas le dernier si rien ne change, dit-il. Son ton compatissant mais inébranlable. Mais le changement commence par une réflexion honnête. Pas seulement par un contrôle des dégâts. Pendant ce temps, au lycée Saint-Augustin, Jasmine et Zoé retournèrent à l'école pour se retrouver soudainement au centre de l'attention. Certains professeurs et élèves exprimèrent un soutien authentique et de l'indignation face à leur traitement, tandis que d'autres affichaient une curiosité inconfortable ou un allié performatif qui se sentait presque aussi déshumanisant que l'incident initial. L'administration scolaire, préoccupée principalement par sa réputation, offrit des platitudes sur l'inclusivité tout en faisant subtilement pression sur les jumelles pour qu'elles gèrent la situation discrètement. Cette pression s'intensifia lorsque les filles furent appelées au bureau du directeur William Prescott pendant la 3e période, où elles trouvèrent leurs parents déjà en attente. Le directeur, un homme mince aux lunettes cerclées de fils et à l'expression perpétuellement inquiète, était assis derrière son bureau massif alors qu'il exprimait une inquiétude répétée à propos de l'incident avant de laisser entendre que la publicité était perturbatrice pour l'environnement éducatif serein. Victoire reconnut immédiatement cette tentative de réduire ses filles au silence et répondit avec une précision mesurée. Mes filles ont été victimes de profilage racial dans leurs uniformes scolaires à un pâté de maison du campus. Si cela n'est pas pertinent pour leur environnement éducatif, je ne sais pas ce qu'il est. Sa réponse calme mais ferme laissa le directeur reculer, soulignant soudain le soutien total de l'école à la famille Dumas. Astérisque, avez-vous déjà été témoin de quelqu'un en position d'autorité tentant de minimiser la discrimination au lieu de la traiter directement? Commenté numéro 1. Astérisque. Si vous croyez que les institutions se soucient souvent plus de leur image que de la protection réelle des personnes qu'elles servent, appuyez sur le bouton j'aime.
Si vous admirez le refus de Victoire de laisser ses filles être réduites au silence pour le bien du confort institutionnel. Abonnez-vous pour suivre cette histoire puissante de responsabilité et de changement systémique. Que pensez-vous qu'il arrivera à la déesse Dubois maintenant que ses actions ont été exposées? Le commissariat prendra-t-il des mesures significatives ou essaiera-t-il de protéger les siens au détriment de la justice? Et comment cet incident affectera-t-il les jumelles Dumas alors qu'elles naviguent dans les feux de la rampe soudain qui leur sont imposés? Restez à l'écoute alors que notre histoire continue avec l'enquête interne qui révélera à quel point les problèmes sont profonds au sein du commissariat de police d'Okrou de Paris. Alors que la soirée approchait en ce jour tumultueux, l'histoire bascule entre trois perspectives qui établissent l'impact de grande portée d'une seule rencontre policière. Dubois est assis seul dans son bureau à la maison, entouré de félicitations et de photos de sa carrière policière, se demandant comment tout a pu si mal tourner si rapidement. Victoire Dumas, dans son bureau du centre-ville, élabore méthodiquement un dossier qui s'étend au-delà d'un seul incident pour aborder les problèmes systémiques dans tout le département. Et les jumelles, dans leur chambre, créent une publication réfléchie sur les réseaux sociaux qui articulent leur expérience et appellent à la responsabilité plutôt qu'à la simple punition. Ces moments parallèles établissent que les répercussions de l'incident ne font que commencer à se dérouler pour toutes les personnes impliquées, avec des conséquences qui s'étendront bien au-delà de la carrière d'un ADS ou de l'expérience d'une famille, pour potentiellement transformer l'approche d'une communauté entière en matière de maintien de l'ordre et de justice raciale. 3 jours après l'incident, Dubois était assis en face du commandant Sylla de l'IGPN dans une salle de conférence stérile au siège du commissariat. Les lumières fluorescentes projetaient des ombres dures sur la table entre eux. Contrairement à l'interrogatoire agressif auquel Dubois s'attendait en se basant sur ses expériences de l'autre côté de telle enquête, l'approche de Sylla était méthodique et factuelle, rendant la preuve contre lui d'autant plus accablante par sa présentation objective. Je vais diffuser l'intégralité de la séquence de votre caméra corporelle, expliqua Sylla, son expression professionnellement neutre alors qu'il ouvrait un ordinateur portable. Je veux que vous la regardiez sans commentaire d'abord, puis nous discuterons de moments spécifiques. Ce qui suivit fut atroce pour Dubois, voyant son comportement sans le filtre de ses propres perceptions, la séquence révélant des détails subtils qu'il n'avait pas enregistrés sur le moment. Comment il s'est approché des jumelles avec sa main près de son arme, malgré aucune indication de menace. Comment il les a interrompues à plusieurs reprises alors qu'elles essayaient de s'expliquer. Comment son ton a changé en parlant aux passants blancs qui tentaient d'intervenir. Comment il a écarté des preuves claires contredisant ses suppositions. Sylla mit la vidéo en pause au moment où Dubois affirmait que les cartes d'identité scolaire des jumelles devaient être fausses. Expliquez-moi votre processus de pensée ici, demanda-t-il, son ton conversationnel mais pénétrant. Dubois se déplaça inconfortablement sur sa chaise, luttant pour articuler ce qui lui avait semblé si évident sur le moment. Elle n'avait tout simplement pas l'air d'élève de Saint-Augustin, admit-il finalement, reconnaissant immédiatement à quel point la déclaration sonnait accablante. Je veux dire, l'uniforme semblait réel, mais je pensais peut-être qu'elle l'avait acquis d'une manière ou d'une autre. Ou, il s'interrompit, incapable de terminer la pensée sans révéler la supposition sous-jacente qu'il ne pouvait pas croire que des adolescentes noires de ce quartier pouvaient se permettre une école aussi exclusive. Sylla hocha légèrement la tête, permettant au silence inconfortable de s'étirer avant de continuer. Donc, vous avez supposé qu'elle ne pouvait pas être étudiante là-bas. Basé sur quoi exactement? La question précise força Dubois à confronter ses biais directement. Après plusieurs faux départs, il reconnut finalement, je suppose que j'ai supposé qu'elle ne pouvait pas se permettre l'école. Qu'elle n'avait pas leur place dans ce quartier. Sylla présenta ensuite des données de l'historique de patrouille de Dubois qu'il ne savait pas être compilées. Il avait interpellé des piétons noirs à un taux 8 fois supérieur à celui des piétons blancs à Val-du-Lys. Malgré la démographie du quartier, des modèles similaires ont émergé dans les contrôles de véhicules et les rapports de personnes suspectes. Dubois n'avait jamais vu ces statistiques analysées et parut sincèrement choqué, tentant de justifier le modèle par des références à des profils criminels et à l'instinct développé au fil des années de maintien de l'ordre dans des zones à forte criminalité. Est-il possible, demanda Sylla avec prudence, que votre instinct ait été façonné par des biais que vous n'avez pas examinés? Cette question resta suspendue dans l'air entre eux, ses implications s'étendant au-delà de ce seul incident à l'ensemble de l'approche de Dubois en matière de maintien de l'ordre. Avant qu'il ne puisse formuler une réponse, Sylla introduisit des preuves supplémentaires, 5 plaintes précédentes de profilage racial contre Dubois de son ancien commissariat. Toutes rejetées sans enquête approfondie. Le modèle était indéniable,
Surtout lorsqu'il était contrasté avec son historique de rarement arrêter des civils blancs pour des infractions mineures similaires ou un comportement suspect perçu. Il ne s'agit pas seulement des jumelles Dumas, conclut Sylla alors que l'entretien touchait à sa fin. Il s'agit d'un modèle de comportement que le département ne peut plus ignorer. Peu importe ce qui arrive avec ce cas spécifique. À travers la ville, Victoire Dumas rencontra son équipe d'enquête dans la salle de conférence de son bureau. Les murs couverts de tableaux blancs documentant non seulement l'historique de Dubois, mais aussi des données départementales montrant un traitement disparate des minorités dans l'ensemble de la force de police d'Oakwood. L'avocate spécialisée en droit civique, Maître Aïcha Jallo, que Victoire avait fait venir spécifiquement pour cette affaire, examina les documents avec une efficacité professionnelle. Le modèle de Dubois est préoccupant, nota-t-elle. Mais ce qui est plus troublant, c'est la façon dont le département a géré les plaintes précédentes. Le système l'a protégé jusqu'à ce qu'il cible quelqu'un qui pouvait se défendre efficacement. Victoire hocha la tête en accord. Sa concentration étant plus large que beaucoup ne s'y attendaient de la part de quelqu'un dont les enfants avaient été directement affectés. Dubois n'est pas une anomalie, expliqua-t-elle à l'équipe réunie. Il est un symptôme de système qui protège et perpétue les biais. Je veux la responsabilité pour mes filles, mais je veux aussi un changement structurel. Autrement, nous ne faisons qu'aborder un agent tout en laissant intactes les conditions qui l'ont créé. Aïcha hocha la tête en accord, mais joua l'avocat du diable. Le syndicat de la police se battra bec et ongles. Ils prétendront qu'il s'agissait d'un incident isolé, pas d'un problème systémique. Ils façonnent déjà le récit dans certains médias. Victoire sourit d'un air sombre, son expression reflétant des années d'expérience à naviguer dans la résistance politique à une réforme significative. C'est pourquoi nous rassemblons des preuves qui prouvent le contraire. Et pourquoi nous devons aborder cela stratégiquement, pas émotionnellement. Construire un dossier si solide qu'ils ne peuvent pas le rejeter comme une vengeance politique ou une indignation parentale. Pendant ce temps, les jumelles Dumas naviguaient dans leur rôle inattendu de symbole dans un mouvement plus vaste. À l'école, elles se trouvaient alternativement traitées comme des héroïnes ou des victimes, rarement comme les adolescentes normales qu'elles avaient été quelques jours auparavant. Pendant la pause déjeuner, une camarade de classe blanche bien intentionnée s'approcha de leur table avec des suggestions enthousiastes. « Vous devriez absolument parler au rassemblement étudiant la semaine prochaine », insista la fille. Son expression sincère. « Vous pourriez utiliser votre plateforme pour sensibiliser. » Zoé, généralement plus directe que sa sœur, répondit fermement. « Nous ne sommes pas votre projet de justice sociale. Nous sommes toujours en train de traiter ce qui nous est arrivé. » L'expression choquée de la camarade révéla qu'elle n'avait pas considéré la perspective des jumelles. Seulement comment leur expérience pouvait servir son activisme. Jasmine, généralement la jumelle la plus diplomate, adoucit légèrement la réponse. Nous apprécions le soutien, mais nous déciderons comment et quand partager notre expérience. Tout le monde veut que nous éduquions les autres sur le racisme alors que nous sommes toujours en train de gérer ce qui s'est passé. Plus tard dans la journée, les jumelles rencontrèrent la docteure, Renée Carter, une conseillère en traumatologie spécialisée dans le traumatisme racial. Victoire avait insisté sur ces sessions, non pas parce qu'elle pensait que ses filles étaient fragiles, mais parce qu'elle comprenait l'impact cumulatif des stresseurs raciaux, surtout lorsqu'il était amplifié par l'attention publique. Dans cet espace sûr, les filles exprimèrent des sentiments qu'elles avaient contenus, la peur sous leur extérieur composé pendant l'incident, la colère de devoir maintenir un comportement parfait tout en étant humiliées, et la frustration d'être maintenant attendu pour éduquer les autres sur le racisme. Tout le monde n'arrête pas de dire à quel point nous étions éloquentes et calmes, dit Jasmine amèrement pendant leur session. Comme si nous méritions le respect de base uniquement parce que nous ne correspondions pas à leur stéréotype d'adolescente noire en colère. Elle demanda, et si nous avions eu peur et crié ou pleuré? Est-ce que les gens nous défendraient alors? La docteure Carter valida ses sentiments tout en les aidant à développer des stratégies pour maintenir leur bien-être au milieu de la tension continue. Votre histoire est importante, leur dit-elle. Mais votre guérison l'est aussi. Vous avez le droit de fixer des limites sur comment et quand vous vous engagez avec les autres au sujet de votre expérience. De retour au commissariat, le commissaire divisionnaire Delcourt rencontra la capitaine Leclerc pour discuter des implications plus larges de l'affaire Dubois. Delcourt, proche de la retraite après 35 ans de service, avait passé des décennies à essayer de réformer le département de l'Intérieur, faisant souvent plus de compromis qu'il ne l'aurait souhaité pour maintenir sa position d'influence. Cet incident pourrait annuler des années de construction de relations communautaires, admit-il, retirant ses lunettes pour se frotter l'arête du nez avec lassitude. Mais cela pourrait aussi être le catalyseur des changements que j'ai poussés et qui sont toujours bloqués par le syndicat ou le conseil municipal. Parfois,
Il faut une crise pour créer une opportunité de véritable réforme. Leclerc, plus jeune et moins disposé à accepter un progrès progressif. Riposta, avec tout le respect que je vous dois. Commissaire, nous ne devrions pas avoir besoin d'un incident très médiatisé impliquant les enfants d'une procureure pour aborder des problèmes que nous connaissons depuis des années. Combien de plaintes ont été déposées par des gens sans pouvoir ou sans relation qui n'ont jamais obtenu justice? Leur conversation fut interrompue par une alerte sur le téléphone de Leclerc. Le syndicat de la police avait programmé une conférence de presse sans l'approbation du département. Ils regardèrent avec une inquiétude croissante alors que le représentant syndical se tenait devant les caméras. Dépeignant Dubois comme un agent dévoué sacrifié à la rectitude politique et au sentiment anti-police. L'ADS Dubois a servi cette communauté avec distinction pendant 18 ans, déclara le représentant. Une seule interaction prise hors contexte, à un moment où la police est soumise à un examen sans précédent, ne devrait pas effacer une carrière de service. La position agressive du syndicat força toutes les parties à durcir leur position. En soirée, les lignes de bataille étaient clairement tracées. Le syndicat de la police défendait Dubois comme un bouc émissaire pour des tensions plus larges. Le bureau du procureur poursuivait la responsabilité et la réforme. La direction du département était prise entre des pressions concurrentes. Et les jumelles Dumas au centre d'une controverse qu'elles n'avaient ni cherché ni pu éviter. La partie se termine avec Dubois rentrant chez lui après son éprouvant entretien avec l'IGPN. Il trouve son fils Dylan dans sa chambre, retirant soigneusement un autocollant de « Famille de police fière » de son ordinateur portable. Lorsque Dubois demande pourquoi, Dylan répond sans lever les yeux. « Parce que je ne sais pas si je le suis encore. » Ce rejet personnel frappe Dubois plus fort que n'importe quelle conséquence professionnelle. Le forçant à confronter comment ses actions ont affecté non seulement sa carrière, mais l'identité de sa famille et sa relation avec son fils. La réalisation qu'il pourrait perdre le respect de son fils de manière permanente crée une urgence émotionnelle que les punitions départementales n'auraient jamais pu créer. Préparant le terrain pour une réflexion authentique plutôt qu'un simple contrôle des dégâts. Une semaine après l'incident, Dubois était assis dans le bureau du père Jean-Luc à l'église communautaire d'Oakwood. Fixant une tasse de café qui refroidissait entre ses mains. Les 7 derniers jours avaient dépouillé ses certitudes, le laissant en territoire inconnu, remettant en question des croyances et des comportements qu'il n'avait jamais examinés auparavant. Le pasteur avait offert son bureau comme terrain neutre pour une réunion. Dubois n'avait jamais prévu que le professeur Drive, Jacques Dumas, père des jumelles et mari de la procureure, demanderait une conversation privée. Dubois avait initialement refusé, supposant que la réunion impliquerait des menaces ou des exigences. Mais le père Jean-Luc l'avait convaincu de son importance potentielle. Parfois, la compréhension nécessite une conversation directe avec ceux que nous avons blessés, avait dit le pasteur. Le docteur Dumas arriva précisément à l'heure, sa grande silhouette remplissant momentanément l'embrasure de la porte avant qu'il n'entre et ne prenne le siège en face de Dubois. Son calme ne trahissait aucune allusion à la colère qu'il devait ressentir. Son manteau de médecin blanc échangé contre un pull décontracté mais coûteux qui indiquait qu'il venait directement de sa pratique de cardiologie à l'hôpital mémorial d'Oakwood. Après de brèves introductions tendues facilitées par le père Jean-Luc, les hommes restèrent dans un silence inconfortable jusqu'à ce que le docteur Dumas prenne enfin la parole. « Mes filles ont fait des cauchemars après votre rencontre, commença-t-il. Sa voix contrôlée et mesurée. Pas leur premier, malheureusement. Les enfants noirs apprennent tôt que les figures d'autorité pourraient les voir comme des menaces plutôt que comme des personnes méritant protection. Nous avons eu des conversations sur la façon de survivre aux interactions avec la police depuis qu'elles ont 12 ans. » Dubois commença à offrir une réponse défensive concernant les procédures policières et les décisions en une fraction de seconde. Mais le subtil hochement de tête du père Jean-Luc l'arrêta. Au lieu de cela, il se força à écouter. Alors que le docteur Dumas continuait. « Je ne suis pas ici pour vous faire honte. Adjoint Dubois, je suis cardiologue. J'ai passé des décennies à regarder des gens refuser de reconnaître les signes avant-coureurs jusqu'à ce qu'ils soient confrontés à une crise. Ensuite, tout à coup, ils sont prêts à faire des changements qu'ils auraient dû faire il y a des années. » Il se pencha en avant. Son expression sérieuse mais pas méchante. « Vous êtes en crise professionnelle. La question est de savoir si vous l'utiliserez comme une opportunité de changement véritable ou si vous essaierez simplement de traverser la tempête jusqu'à ce que vous puissiez revenir aux affaires comme d'habitude. » Cette approche inattendue, ni accusatrice ni absolvante, créa un espace pour un type de conversation différent de celui que Dubois avait anticipé. Le docteur Dumas partagea des histoires de ses propres expériences de profilage, y compris le fait d'avoir été interpellé sur le parking de l'hôpital où il était chef de cardiologie parce qu'il correspondait à la description d'un suspect.
Il décrivit les calculs constants que font les professionnels noirs pour paraître non menaçants dans les espaces blancs. De la façon dont ils s'habillent à la façon dont ils modulent leur voix. Et la vigilance épuisante nécessaire pour naviguer dans des systèmes conçus sans eux à l'esprit. Pour la première fois peut-être, Dubois écouta vraiment sans préparer de contre-argument ou de justification dans son esprit. Lorsque le docteur Dumas demanda ce qui avait conduit à sa suspicion envers les jumelles. Dubois commença par des explications procédurales répétées, mais passa progressivement à une honnêteté douloureuse. Je n'ai pas consciemment pensé à leur race, admit-il après plusieurs minutes de conversation. C'est ce qui a été le plus difficile à affronter. Je n'ai pas reconnu mes suppositions parce qu'elles ressemblaient à des faits. Pas à des croyances. Ce n'était pas tant une décision qu'une réaction automatique. Elle ne correspondait pas à ce à quoi je m'attendais que les élèves de Saint-Augustin ressemblent. Donc elle devait mentir. Le docteur Dumas hocha la tête, son expression reflétant la reconnaissance d'un modèle qu'il avait vu d'innombrables fois. C'est ainsi que fonctionnent les biais implicites. Vous n'avez pas besoin d'être une personne haineuse pour perpétuer des modèles nuisibles. Le système nous entraîne tous à faire certaines suppositions. Mais c'est particulièrement dangereux lorsque ces suppositions sont accompagnées d'un insigne et d'une arme. Cette conversation marqua un tournant dans la compréhension de la situation par Dubois. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la défense de ses actions ou la préservation de son emploi, il commença le processus plus difficile d'examiner la mentalité qui avait conduit à son comportement en premier lieu. Il commença à voir sa carrière policière sous un angle différent. Reconnaissant des modèles qu'il avait auparavant justifiés comme de bons instincts ou une police proactive. Pendant ce temps, Victoire Dumas rencontra le commissaire Delcourt dans son bureau au siège du commissariat pour discuter des réformes à l'échelle du département. Contrairement à l'approche contradictoire à laquelle beaucoup s'attendaient compte tenu de son intérêt personnel dans la situation, Victoire présenta des recommandations basées sur des données pour des changements de politique, des améliorations de la formation et des mesures de responsabilité. Je pourrais chercher la punition maximale pour la déesse Dubois, reconnut-elle. Son ton professionnel plutôt que personnel. Ce serait politiquement opportun et personnellement satisfaisant. Mais si rien ne change de manière systémique, nous ne faisons que sacrifier un agent tout en laissant les problèmes sous-jacents intacts. Mes filles devraient toujours craindre le prochain ADS Dubois qu'elles rencontreront. Delcourt, qui avait fait face à la résistance aux efforts de réforme tout au long de sa carrière, vit une alliée inattendue en Victoire. La plupart des gens dans votre position voudraient du sang, observa-t-il. L'étudiant attentivement à travers son bureau. J'ai vu beaucoup de responsables utiliser des incidents comme celui-ci pour faire avancer des carrières plutôt que des solutions. La réponse de Victoire fut mesurée. Je veux la justice. Parfois, cela ressemble à une punition. Parfois, cela ressemble à une transformation. Idéalement, c'est les deux. Mais les approches purement punitives sans changement structurel ne font que créer des martyrs et du ressentiment. Pas une amélioration durable. Leur discussion s'étendit au-delà du cas de Dubois pour aborder la culture départementale. Les lacunes de formation et les systèmes de responsabilité. Victoire proposa une surveillance civile avec une autorité réelle. Une formation obligatoire sur les biais avec des résultats mesurables et des politiques révisées sur l'usage de la force. Delcourt, voyant l'opportunité de mettre en œuvre des changements qu'il préconisait depuis longtemps, accepta prudemment de travailler avec elle à l'élaboration de ses propositions tout en naviguant dans la résistance politique inévitable à laquelle il ferait face. À la maison, la famille Dumas continuait de traiter son expérience différemment. Jasmine se plongea dans la recherche sur la réforme policière, envisageant un avenir dans le droit des droits civiques comme sa mère. Elle compila des statistiques et des études de cas, abordant l'incident de manière analytique comme un moyen de maintenir une distance émotionnelle. Zoé canalisa ses émotions dans l'art, créant des représentations visuelles puissantes de l'incident et de ses conséquences. Des images qui capturaient la peur, la colère et, finalement, la résilience qu'elles avaient vécue. Leurs différentes réponses créaient parfois des tensions entre les jumelles habituellement unies. Jasmine trouvant occasionnellement l'expression artistique de Zoé trop émotionnelle, tandis que Zoé considérait la recherche de Jasmine déconnectée de l'impact humain. Pendant le dîner, lorsque Victoire mentionna sa rencontre avec le commissaire Delcourt et leur discussion sur les réformes départementales, Zoé contesta son approche. Pourquoi les aides-tu à améliorer leur image ? Ils devraient être tenus responsables de ce qu'ils nous ont fait. Sa voix portait la blessure que les statistiques et les discussions politiques ne pouvaient pas aborder. La responsabilité sans changement n'est que vengeance, répondit Victoire calmement. Je veux les deux, mais la vengeance seule ne protège pas la prochaine adolescente noire qui rencontrera un ADS biaisé. Le docteur Jacques Dumas arbitra la discussion familiale, les aidant à naviguer dans leurs différentes perspectives tout en maintenant leurs liens solides.
Il leur rappela qu'elles pouvaient se soutenir mutuellement même en traitant le traumatisme différemment. Et que leurs réponses variées représentaient une force plutôt qu'une division. La scène revient au domicile de Dubois, où sa dynamique familiale avait considérablement changé depuis l'incident. Sa femme Elena était passée du choc à une profonde déception, non seulement face à ses actions, mais aussi face à son échec initial à en assumer la responsabilité. Son fils Dylan maintenait une distance émotionnelle, passant plus de temps loin de la maison et répondant aux questions avec un engagement minimal. Le garçon adolescent, qui avait autrefois fièrement raconté à ses amis que son père était ADS, évitait maintenant complètement le sujet. Son silence était plus douloureux pour Dubois que n'importe quelle dispute ne pouvait l'être. Lors d'un dîner familial tendu, Elena confronta finalement l'éléphant dans la pièce. « T'es-tu réellement excusé auprès de ces filles ? Pas parce que tu le dois pour ton travail, mais parce que tu comprends ce que tu as fait de mal. » La franchise de la question prit Dubois au dépourvu. Sa défensive réflexe monta, puis se calma alors qu'il considérait la question honnêtement. « Non, admit-il, posant sa fourchette, j'ai été trop concentré sur les conséquences pour ma carrière. Sur ce qui pourrait m'arriver. » « Peut-être que c'est ça le problème, » intervint Dylan, brisant de manière inattendue son silence de plusieurs jours. « Tu n'arrêtes pas de parler de ce que cela signifie pour toi. Qu'en est-il de ce que cela signifiait pour elle ?» Cette simple observation de son fils coupa les dernières auto-justifications de Dubois. Plus tard cette nuit-là, il s'assit à son bureau et écrivit une lettre à Jasmine et Zoé Dumas. Ne demandant pas le pardon ou n'essayant pas d'expliquer ses actions, mais reconnaissant simplement le mal qu'il avait causé et prenant l'entière responsabilité. La question de savoir s'il l'enverrait réellement restait indécise, mais l'acte d'écrire le força à articuler des vérités qu'il avait évitées depuis l'incident. La partie se termine avec des scènes parallèles de réflexion. Dubois lisant des politiques départementales sur les biais et le profilage qu'il avait précédemment rejetés comme de la rectitude politique. Les voyant maintenant avec une nouvelle prise de conscience. Les jumelles Dumas partageant leurs projets artistiques et de recherche l'une avec l'autre. Trouvant un terrain d'entente dans leurs différents styles de traitement. Et Victoire travaillant tard dans la nuit sur des propositions de réforme. S'arrêtant pour regarder des photos d'enfance de ses filles sur son bureau. Se réengageant à créer un monde où elles ne seraient pas définies par les perceptions des autres. Ces moments tranquilles d'introspection préparent le terrain pour les confrontations plus publiques à venir. Alors que la croissance personnelle commence à se traduire en actions externes. 2 semaines après l'incident, les tensions à Oakwood Paris atteignirent un point de rupture. Le syndicat de la police avait durci sa position, dépeignant Dubois comme une victime de la rectitude politique et mobilisant des agents pour résister aux réformes proposées par des ralentissements de travail et des campagnes médiatiques. Remettant en question le leadership du département. Les activistes communautaires, frustrés par ce qu'ils percevaient comme des conséquences insuffisantes, avaient organisé des manifestations quotidiennes devant le siège du commissariat. Leur chant de ***, pas de justice, pas de paix, *** créant une toile de fond constante aux opérations départementales. Les médias sociaux amplifiaient les deux extrêmes avec des hashtags comme ***, hashtag soutien à DSMB ***, et ***, hashtag définancer police au coude ***. Tendant localement, polarisant davantage la conversation et laissant peu de place à une discussion nuancée. Contre cette toile de fond volatile, un forum communautaire fut programmé au centre civique d'Oakwood Paris pour le mercredi soir. Initialement prévu comme un dialogue constructif entre la direction de la police et les résidents sur l'amélioration des relations. Il s'était transformé en quelque chose de plus chargé, les diverses factions prévoyant de l'utiliser comme plateforme pour leurs programmes concurrents. Quelques heures avant le forum, Dubois rencontra son représentant syndical, Shai Murphy, dans un café à quelques pâtés de maison du lieu. Murphy, un ancien agent qui était passé à un travail syndical à temps plein, exposa leur stratégie avec la confiance de quelqu'un habitué à gérer les allégations de fautes professionnelles policières. « Nous avons préparé une déclaration pour vous, » expliqua-t-il, faisant glisser un dossier sur la table. Elle souligne votre dossier de service, exprime un regret approprié sans admettre de fautes spécifiques et redirige l'attention vers le climat anti-police. Rendant le travail des agents de plus en plus difficile, il tapota le dossier avec satisfaction. Nous avons au moins 30 agents qui y assisteront en civil. Ils applaudiront au moment clé, poseront des questions de soutien. Le récit est que vous êtes victime d'un complot pour apaiser la pression politique. Dubois examina la déclaration avec un malaise croissant. Ses conversations avec le père Jean-Luc et le docteur Dumas avaient déplacé quelque chose de fondamental dans sa compréhension de la situation, rendant la stratégie de défense syndicale standard inappropriée et même malhonnête. « Qu'en est-il de l'erreur réelle que j'ai commise ? Demanda-t-il, levant les yeux de la non-excuse soigneusement élaborée.
Ne devrais-je pas reconnaître que j'ai agi sur des suppositions qui n'étaient justifiées par aucun fait objectif? Murphy écarta cette préoccupation d'un geste de la main. Absolument pas. Toute admission devient une munition. Nous nous battons pour votre carrière ici. Mark, gardez l'introspection pour après que nous aurons sécurisé votre position. Pendant ce temps, au domicile d'Uma, Victoire et ses filles discutèrent de l'opportunité d'assister au forum. Jasmine voulait y aller, y voyant une opportunité de plaider pour un changement significatif et de mettre des visages sur les statistiques qu'elle compilait. Les gens ont besoin de voir qu'il ne s'agit pas seulement de politique et de procédure, argumenta-t-elle. Il s'agit de personnes réelles dont les vies sont affectées. Zoé était réticente, anticipant une atmosphère de cirque qui exploiterait davantage leur expérience sans produire de résultats. Ils vont juste nous utiliser comme accessoires, avertit-elle. Tout le monde dira les bonnes choses publiquement, puis reviendra aux affaires comme d'habitude une fois que les caméras seront parties. Victoire considéra les deux perspectives ainsi que les implications stratégiques de leur présence ou de leur absence. Si nous n'y allons pas, d'autres parleront pour nous, raisonna-t-elle, son esprit de procureur évaluant la situation sous plusieurs angles. Si nous y allons, notre présence pourrait éclipser les problèmes systémiques en jeu. Nous devons décider quel message nous voulons envoyer. Après une discussion supplémentaire, elles décidèrent finalement que toutes les trois assisteraient, mais resteraient observatrices à moins d'être directement interpellées, permettant aux membres de la communauté sans leur plateforme ou leur privilège de mener la conversation. Elles n'annonceraient pas leur présence à l'avance, préférant entrer discrètement plutôt que de créer un spectacle médiatique. Le forum commença de manière prévisible à 19h, le grand auditorium étant presque rempli à pleine capacité. Le commissaire Delcourt ouvrit par une déclaration soigneusement rédigée sur l'engagement du département à l'amélioration, suivie de remarques préparées par des représentants communautaires choisis pour leur vue modérée. La discussion dévia rapidement de ce début scénarisé. Cependant, alors que les membres de l'auditoire soulevaient des questions précises sur des incidents et des modèles spécifiques, les activistes communautaires exigeaient une action immédiate, renvoyer Dubois, mettre en œuvre une surveillance civile et réorienter le financement de la police vers les services sociaux. Les représentants syndicaux défendaient la position difficile des agents, arguant que quelques incidents très médiatisés étaient utilisés pour diaboliser toute la police. Les conseillers municipaux offraient des compromis politiques qui ne satisfaisaient personne. La discussion devint de plus en plus houleuse, les orateurs parlant les uns après les autres plutôt que de s'engager de manière constructive. Chaque camp jouant pour sa base plutôt que de travailler vers des solutions. Depuis leur siège à mi-chemin dans l'auditorium, la famille Dumas regarda cette performance avec une frustration croissante. Victoire reconnut le théâtre politique quand elle le voyait. Tout le monde faisant des déclarations pour ses circonscriptions plutôt que d'avoir les conversations difficiles nécessaires pour un véritable changement. Les jumelles échangèrent des regards alors qu'orateur après orateur référençait leur expérience sans aborder les problèmes sous-jacents qu'il avait créés. La dynamique changea lorsque Dubois fut invité à parler environ 1 heure après le début du forum. Le syndicat avait soigneusement orchestré ce moment, avec des agents de soutien stratégiquement positionnés dans tout l'auditoire, prêts à amplifier les points clés de sa déclaration. Alors qu'il s'approchait du microphone à l'avant de l'auditorium, Dubois sentit le poids des attentes venant de multiples directions, le syndicat s'attendant à ce qu'ils suivent leur script. Le département observant pour voir s'il allait envenimer davantage les tensions. La communauté attendant de juger sa sincérité ou son manque de celle-ci. Debout devant la foule diverse, y compris de nombreux résidents noirs dont les expériences avec la police avaient été constamment négatives, Dubois prit une décision qui allait altérer la trajectoire non seulement du forum, mais de toute son approche de la situation. Il mit de côté la déclaration préparée et parla d'un lieu de vérité inconfortable. J'ai passé 2 semaines à essayer d'expliquer pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, commença-t-il avec hésitation. À mes supérieurs, à l'IGPN, à ma famille, j'ai fait le tour de toutes les justifications. J'ai suivi la procédure. J'ai agi par instinct développé au fil des années d'expérience. J'ai été prudent dans une situation incertaine. L'auditoire se tut alors qu'il réalisait qu'il s'écartait du script attendu de déni et de minimisation. Mais la vérité est plus simple et plus difficile à admettre. Lorsque j'ai vu 2 jeunes femmes noires à Val-du-Lys, j'ai automatiquement supposé qu'elles n'avaient pas leur place là-bas. Lorsqu'elles m'ont dit qu'elles étaient élèves de Saint-Augustin, j'ai automatiquement supposé qu'elles mentaient. Lorsqu'elles se sont comportées avec un calme parfait, je l'ai interprété comme de la défiance. Les représentants syndicaux se déplacèrent inconfortablement sur leur siège, tentant d'attraper son regard avec des avertissements qu'il ignora délibérément. Je n'ai pas reconnu ces suppositions comme étant basées sur la race parce qu'elles semblaient être des faits. C'est ce que fait le biais. Il se présente comme une réalité objective alors qu'il est tout autre chose.
Je ne suis pas ici pour demander le pardon ou pour retrouver mon emploi. Je reconnais que j'ai causé du tort par des actions que je n'ai même pas reconnues comme biaisées sur le moment. La salle éclata en réactions mitigées. Un silence stupéfait de la part des collègues qui se sentaient trahis par cette déviation de la stratégie syndicale. Des murmures de surprise de la part des membres de la communauté qui s'attendaient à une défensive plutôt qu'à une responsabilité. Et une vague d'appréciation prudente de la part des résidents noirs qui entendaient rarement une reconnaissance aussi directe de la part des forces de l'ordre. Depuis leur siège, les jumelles Dumas échangèrent des regards de surprise. Victoire étudia Dubois attentivement, son expression ne révélant rien alors qu'elle évaluait l'authenticité de sa responsabilité inattendue. Astérisque, avez-vous déjà été témoin de quelqu'un assumant l'entière responsabilité de ses actions alors qu'il aurait pu se justifier à la place? Commenté numéro 1. Astérisque. Si vous croyez que la responsabilité véritable est le premier pas nécessaire vers un véritable changement, appuyez sur le bouton j'aime. Si vous pensez que la reconnaissance honnête de son biais par Dubois a demandé plus de courage que de continuer à le nier. Astérisque, abonnez-vous astérisque pour suivre cette histoire puissante alors qu'elle continue de se dérouler. Révélant comment un incident peut transformer des individus et des institutions. Pensez-vous que la reconnaissance de Dubois mènera à une réforme significative? Ou les systèmes enracinés résisteront-ils au changement malgré sa croissance personnelle? Et comment les jumelles Dumas pourraient-elles répondre à ce tournant inattendu des événements? Le forum dégénéra en chaos alors que différentes factions réagissaient à la déclaration de Dubois. Les représentants syndicaux tentèrent de limiter les dégâts. Les activistes communautaires remirent en question sa sincérité. Et la direction de la police essaya de maintenir l'ordre tout en traitant cette déviation du script anticipé. Certains agents sortirent en signe de protestation tandis que d'autres restèrent visiblement mal à l'aise mais présents. Dans cette atmosphère chargée, Jasmine Dumas prit une décision inattendue. Malgré leur accord de rester observatrice, elle se retrouva debout et se dirigea vers le microphone pendant la période de commentaires ouverts. La salle devint silencieuse lorsqu'elle se présenta. Beaucoup de personnes présentes savaient qui elle était, mais n'avaient pas entendu directement l'une ou l'autre des jumelles depuis l'incident. Je n'ai pas demandé à devenir le centre de cette conversation, commença-t-elle doucement. Sa voix posée portant à travers l'auditoire soudain attentif. Ma sœur et moi rentrions simplement de l'école lorsque la déesse Dubois a décidé que nous n'avions pas notre place dans notre propre quartier. Elle décrivit l'expérience de son point de vue. Non pas avec colère, mais avec une clarté douloureuse qui força les auditeurs à vraiment entendre ce que cela signifie d'être profilé. De voir son identité remise en question. D'être traité comme intrinsèquement suspect en raison de sa couleur de peau. Ce qui nous est arrivé n'est pas unique, continua-t-elle. Son regard balayant l'auditoire. La seule partie unique est que notre mère se trouve être dans une position où les gens doivent écouter. La plupart des adolescents noirs qui vivent cela n'ont pas cet avantage. Leurs histoires ne font pas les nouvelles. Leur traumatisme ne déclenche pas de forum communautaire. Sa prestation posée rendit le contenu encore plus puissant. La retenue dans sa voix soulignait plutôt que de diminuer l'injustice qu'elle décrivait. Elle conclut en s'adressant directement aux diverses factions. Il ne s'agit pas de savoir si la déesse Dubois garde son emploi. Il s'agit de savoir si l'un d'entre vous est réellement prêt à changer les conditions qui ont rendu ses actions normales à ses yeux jusqu'à ce qu'il soit pris. Alors que Jasmine retournait à son siège, Zoé lui serra la main en signe de soutien silencieux. Victoire regardait avec fierté et inquiétude. Fière de l'éloquence de sa fille, mais inquiète de l'examen public qu'elle avait invité. Le forum se termina sans résolution. Les différents groupes se retirant dans leur coin avec des positions durcies. Mais quelque chose avait changé dans la conversation. La responsabilité inattendue de Dubois et le témoignage puissant de Jasmine avaient déplacé la discussion au-delà des récits simplistes de méchants et de victimes vers la réalité plus complexe des problèmes systémiques manifestés par des actions individuelles. La partie se termine par 3 scènes de perspective. Dubois faisant face à des représentants syndicaux furieux qui croient qu'il a saboté leur stratégie. Victoire recevant des appels des médias cherchant des interviews avec Jasmine. Et les jumelles dans leur chambre. Jasmine remettant en question sa décision de parler publiquement tandis que Zoé la rassure. Tu as dit ta vérité. Ce n'est jamais mal. Ces moments de clôture mettent en évidence les tensions continues entre la résistance institutionnelle et la croissance individuelle. Préparant le terrain pour les changements plus structurels à venir. 3 jours après le forum communautaire, Victoire Dumas était assise dans son bureau, examinant la version finale de ce que son équipe avait surnommé la **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 * une proposition complète de réforme de la police qui allait bien au-delà du cas individuel de Dubois. L'épais document comprenait des changements de politique spécifiques, des exigences de formation,
des mécanismes de responsabilité et des structures de surveillance communautaire. Tous étayés par des données et des précédents d'implémentation réussis ailleurs. Chaque recommandation abordait les problèmes révélés par le cas des jumelles tout en les reliant à des modèles plus larges affectant l'ensemble de la communauté. Son chef de cabinet, Mark Williams, se tenait près de la fenêtre donnant sur la place du palais de justice. Son expression reflétant l'inquiétude quant aux risques politiques impliqués. Le syndicat de la police se battra bec et ongles, prévint-il. Se tournant vers elle, les conseillers municipaux des districts conservateurs prétendront que cela sape la sécurité publique. Êtes-vous sûr de vouloir engager votre capital politique là-dessus? La prochaine élection n'est que dans 18 mois. La réponse de Victoire fut mesurée mais ferme. Il ne s'agit pas de politique, Mark, il s'agit d'utiliser un moment d'attention accrue pour créer un changement durable. Mes filles ne seront pas les dernières adolescentes noires détenues à tort si le système reste tel quel. Elle ferma le classeur contenant la proposition. D'ailleurs, parfois, la bonne décision politique est de faire ce que vous avez promis aux électeurs de faire. Créer un système de justice qui fonctionne pour tout le monde, pas seulement pour ceux qui ont le pouvoir et le privilège. À travers la ville, Dubois faisait face à un isolement professionnel suite à ses commentaires non scriptés lors du forum. Des collègues qui lui avaient auparavant offert leur soutien l'évitaient maintenant dans les couloirs du département. Certains considérant sa reconnaissance publique des biais comme une trahison de la ligne bleue mince, signe blue line astérisque. Son représentant syndical l'avait informé sans détour qu'il ne continuerait pas à se battre pour son emploi après qu'il les ait mis en porte-à-faux en déviant de leur stratégie. L'enquête interne se poursuivait, la révocation semblant de plus en plus probable. Ses perspectives de carrière diminuant à chaque jour qui passait. Dans ce désert professionnel, Dubois trouva un but inattendu. Ayant finalement reconnu publiquement ses actions biaisées, il commença à examiner d'autres aspects de sa carrière policière avec une nouvelle perspective. Il passa des heures à revoir ses dossiers d'arrestation, les incidents d'usage de la force et l'historique des plaintes, voyant des modèles qu'il avait précédemment écartés comme coïncidentiels ou justifiés. Cet auto-examen était douloureux mais clarifiant. Le premier pas vers un changement véritable plutôt qu'une excuse performative. Conçu principalement pour protéger sa position. Le père Jean-Luc continuait de rencontrer Dubois régulièrement, offrant un espace pour cette introspection difficile sans jugement ni absolution facile. Au cours d'une session dans le bureau du pasteur, Dubois admit une réalisation qui le hantait. Je n'arrête pas de penser à ce qui se serait passé si elles n'avaient pas été les filles de la procureure. J'aurais fait une procédure pour résistance ou fourniture de fausses informations à un agent de la paix. Et tout le monde m'aurait soutenu. Combien de fois ai-je fait cela sans conséquence? Combien de vies ai-je affectées en me basant sur des suppositions que je n'ai jamais remises en question? Cette reconnaissance conduisit Dubois à une décision difficile. Il contacta le commandant Silla de l'IGPN, demandant une réunion sans son représentant syndical présent. Un geste inhabituel et potentiellement risqué pour un agent faisant l'objet d'une enquête. Lorsqu'ils se rencontrèrent dans la même salle de conférence stérile où son entretien formel avait eu lieu, Dubois fournit des informations détaillées sur les pratiques problématiques dont il avait été témoin et auxquelles il avait participé tout au long de sa carrière, tactique de profilage racial déguisée en police proactive. Rapports aseptisés pour justifier des interpellations discutables et le code informel qui décourageait les agents de signaler la faute professionnelle de collègues. Silla écouta avec une inquiétude croissante, posant occasionnellement des questions de clarification, mais laissant principalement Dubois parler sans interruption. Lorsque l'ADS eut finalement fini, Silla se pencha en avant. Vous réalisez que cela pourrait étendre l'enquête au-delà de votre seul cas. D'autres agents seront impliqués. Son-on suggérait à la fois le respect pour l'honnêteté de Dubois et la conscience de ses conséquences potentielles. Il devrait l'être, répondit simplement Dubois, y compris mon mois passé. Pendant ce temps, au lycée Saint-Augustin, les jumelles Dumas continuaient de naviguer dans une attention non désirée. Certains professeurs et élèves étaient devenus maladroitement déférents, les traitant avec des pincettes plutôt que de s'engager normalement. D'autres semblaient attendre d'elles qu'elles éduquent la communauté sur le racisme, qu'elles deviennent les porte-paroles d'une expérience qu'elles étaient encore en train de traiter elles-mêmes. L'administration, préoccupée principalement par l'image de l'école et les relations avec les donateurs, avait organisé une assemblée sur la diversité hâtivement planifiée qui semblait plus performative que substantielle. Présentant des déclarations génériques sur l'inclusion sans aborder les pratiques spécifiques qui marginalisaient les élèves de couleur. Pendant la pause déjeuner, Zoé exprima sa frustration à sa sœur. Ils utilisent ce qui nous est arrivé pour se faire sentir mieux sans rien changer réellement. Cette assemblée était essentiellement « le racisme, c'est mal » pendant 60 minutes sans action concrète. Cette observation déclencha une idée que les jumelles développèrent au cours des jours suivants.
une initiative dirigée par les élèves pour aborder les biais institutionnels à Saint-Augustin. Plutôt qu'une assemblée unique ou un geste symbolique, elles proposèrent des discussions continues, des examens de programme et des changements de politique abordant des problèmes spécifiques qu'elles et d'autres élèves minoritaires avaient rencontrés. Leur approche se concentra sur la transformation systémique plutôt que sur les gestes performatifs, reflétant le travail de leur maire au niveau de la ville. Lorsqu'elles présentèrent leurs propositions au directeur Prescott, il répondit avec prudence politique, préoccupé par le rejet potentiel des parents et donateurs conservateurs qui pourraient considérer de telles initiatives comme trop progressistes. Nous devons faire attention à ne pas donner l'impression aux élèves blancs d'être attaqués ou blâmés, expliqua-t-il. Ses doigts formant un toit sous son menton. Peut-être pourrions-nous nous concentrer sur l'appréciation de la diversité, plutôt que d'examiner les pratiques institutionnelles. Zoé répondit avec la franchise qui la caractérisait. Respectueusement, monsieur, c'est exactement le problème. Vous vous inquiétez plus de l'inconfort blanc que de la sécurité noire. Apprécier la diversité ne signifie rien si l'institution elle-même traite certains élèves différemment des autres. Cet échange devint un tournant pour la défense des jumelles à l'école. Plutôt que de compter sur le soutien administratif, elles construisirent une coalition d'élèves partageant les mêmes idées et de professeurs sympathiques pour mettre en œuvre des changements de l'intérieur. Leur initiative prit de l'ampleur alors que les élèves de divers horizons reconnaissaient comment les biais institutionnels affectaient l'expérience éducative de chacun. Et non seulement celle des élèves minoritaires. Créant des environnements où la conformité était valorisée par-dessus la créativité et où la remise en question des pratiques établies était découragée. Quelle que soit l'identité. La scène passe à l'hôtel de ville où Victoire présenta la initiative Oakwood au maire Harold Peterson et aux membres clés du conseil municipal dans la salle de conférence lambrissée d'acajou adjacente au bureau du maire. Peterson, un politicien modéré préoccupé principalement par la réélection plutôt que par l'héritage, reçut la proposition avec prudence. C'est complet, remarqua-t-il après avoir feuilleté le résumé exécutif, son ton suggérant que ce n'était pas nécessairement un compliment. Certains pourraient dire excessif. Les implications budgétaires à elles seules nécessiteraient une réaffectation importante des ressources. Victoire avait anticipé cette réaction. C'est basé sur des données et des preuves, répliqua-t-elle doucement. Chaque recommandation aborde des modèles spécifiques que nous avons documentés par le biais de recherches à la fois qualitatives et quantitatives. Et j'ai déjà obtenu le soutien provisoire du commissaire Delcourt pour les réformes de base. Ce dernier point surprit les politiciens qui s'attendaient à une approche plus contradictoire du bureau du procureur envers le commissariat. Victoire avait stratégiquement construit des alliances avec des agents et des dirigeants favorables à la réforme, isolant la résistance aux éléments les plus problématiques au sein du département plutôt que de créer un récit simpliste, police contre communauté, qui serait plus facile à écarter. À mesure que la réunion progressait, il devint clair que Victoire s'était méticuleusement préparée à chaque objection. Lorsque le conseiller Richard affirma que les propositions entraveraient la capacité des agents à lutter contre la criminalité, elle présenta des données montrant que les départements avec des réformes similaires amélioraient en fait les taux d'élucidation des crimes en renforçant la confiance et la coopération de la communauté. Lorsque des préoccupations budgétaires furent soulevées, elle décrivit comment la réduction des règlements de faute professionnelles compenserait les coûts de mise en œuvre. Son argument le plus persuasif vint lorsqu'elle aborda les préoccupations de sécurité publique. Un maintien de l'ordre efficace nécessite la confiance de la communauté. À l'heure actuelle, de grandes parties de notre communauté ne font pas confiance au département pour les traiter équitablement. Cela ne rend personne plus sûr. Ni les résidents, ni les entreprises, ni les agents eux-mêmes. Ces réformes ne sont pas anti-police. Elles sont pro-maintien de l'ordre efficace. Pendant que Victoire naviguait dans les eaux politiques, Dubois reçut un avis indiquant que l'enquête interne était conclue. Il fut convoqué à une réunion avec le commissaire Delcourt, le commandant Silla et le conseiller juridique du département. L'atmosphère formelle suggérait que le résultat ne serait pas favorable à la poursuite de son emploi. Une réalité qu'il en était venu à accepter. Delcourt commença avec une franchise inattendue. Adjoint Dubois, vos actions lors de l'incident d'Uma ont violé de multiples politiques départementales. L'enquête a révélé des preuves claires de profilage racial, de détention inappropriée et de défaut de suivre les protocoles de vérification. Dubois accepta cette évaluation sans argumenter, ayant déjà reconnu ses échecs publiquement et à lui-même. Le ton de Delcourt changea légèrement. Cependant, votre coopération ultérieure avec l'IGPN, y compris des informations sur les problèmes systémiques au sein du département, a été notée. Cela n'excuse pas vos actions, mais cela entre en ligne de compte dans notre réponse. Le commissaire fit glisser un document sur la table. Non pas des papiers de révocation, mais un type de proposition différent.
Dubois le lut avec une surprise croissante. Au lieu d'une révocation standard, le département offrait une alternative. Dubois démissionnerait de son poste, mais travaillerait avec la division de la formation pour développer des programmes de reconnaissance et de prévention des biais basés sur son expérience. Son cas deviendrait une étude de cas obligatoire pour tous les agents. Et il participerait aux efforts de réconciliation communautaire. Soyons clairs, souligna Delcourt. Vous ne seriez plus un agent assermenté, mais votre expérience, à la fois l'échec et votre reconnaissance ultérieure de celui-ci, pourrait aider à prévenir des incidents similaires. Dubois leva les yeux du document, momentanément sans voix face à cette direction inattendue. Pourquoi offririez-vous cela au lieu de simplement me renvoyer? Le commandant Sylla répondit. Parce que la révocation seule ne résout pas les problèmes sous-jacents. Nous avons besoin d'une mémoire institutionnelle des erreurs pour éviter de les répéter. Votre perspective, en tant que personne qui a reconnu le maintien de l'ordre biaisé de l'intérieur, a une valeur unique si vous êtes prêt à l'utiliser de manière constructive. La partie se termine avec tous les personnages principaux envisageant des propositions de transformation qui vont au-delà de la punition individuelle ou de la justification. Victoire avec son initiative de réforme complète. Les jumelles avec leur défense scolaire et Dubois avec une opportunité inattendue de convertir son échec en prévention. Chaque approche aborde des problèmes systémiques plutôt que de simplement résoudre l'incident spécifique qui les a mis en conflit, suggérant la possibilité d'un changement plus fondamental que ce qui semblait initialement possible. Ces développements parallèles créent une dynamique vers des réformes structurelles tout en reconnaissant la complexité de la transformation institutionnelle. Des processus qui nécessitent un effort soutenu plutôt que de simples solutions. Un mois après avoir reçu la proposition du département, Dubois se tenait devant une classe de 20 cadets de police à l'école de police d'Oakwood Paris. Son nouveau rôle lui semblait étrange. Pas d'uniforme, pas d'insigne, pas d'autorité, sauf celle accordée par son expérience et sa nouvelle perspective. Les cadets le regardaient avec des expressions mitigées, curiosité, scepticisme et la lassitude qui vient de connaître son histoire par la couverture médiatique et les ragots du département. Je ne suis pas ici pour vous dire que j'étais un mauvais flic, commença-t-il, évitant l'introduction scénarisée que le département avait suggérée. Pendant 18 ans, j'ai été ce que le département considérait comme un bon flic. Nombre élevé d'arrestations, patrouilles proactives, plaintes minimales qui ont abouti. J'ai reçu des félicitations et des promotions régulières. Il fit une pause, laissant cela s'installer avant de continuer. C'est ça le problème. Le système récompensait des comportements qui semblaient efficaces mais causaient un tort incommensurable aux communautés que je prétendais servir. Aujourd'hui, nous allons examiner comment un bon maintien de l'ordre peut perpétuer l'injustice lorsqu'il est construit sur des biais non examinés. Au cours des 2 heures suivantes, Dubois guida les cadets à travers sa rencontre avec les jumelles Dumas. Utilisant la séquence de la caméra corporelle et son propre commentaire pour souligner les points de décision où le biais avait influencé ses actions. Il ne minimisa pas sa responsabilité ni n'offrit d'excuses, démontrant plutôt comment un travail de police apparemment instinctif reflète souvent des stéréotypes profondément enracinés sur qui appartient où et quel civil mérite le bénéfice du doute. Il expliqua comment le biais de confirmation l'avait conduit à interpréter les réponses posées des jumelles comme de l'attitude et leurs déclarations factuelles comme des mensonges. Car ces interprétations confirmaient sa supposition initiale qu'elles n'avaient pas leur place à Val-du-Lys. Cette session représentait la contribution de Dubois aux réformes progressivement mises en œuvre dans tout le département. Bien qu'il ait initialement lutté contre la perte de son identité en tant qu'agent, il trouvait un but inattendu dans ce nouveau rôle, aidant les futurs agents à reconnaître et à contrecarrer les modèles qu'il avait suivis pendant des années sans les remettre en question. Les réponses des cadets variaient, certains étant défensifs, d'autres engagés de manière réfléchie. Mais aucun ne pouvait écarter le pouvoir de voir un exemple aussi concret de la façon dont le biais opère dans les décisions en temps réel. À travers la ville, Victoire Dumas présenta des rapports d'étape trimestriels sur la initiative Oakwood au Conseil de surveillance civile établi dans le cadre des réformes. L'implémentation n'avait pas été simple. La résistance du syndicat, les contraintes budgétaires et les manœuvres politiques avaient ralenti certains aspects. Mais des changements mesurables prenaient racine dans tout le département et la communauté. Il y a 6 mois, nous avons identifié des disparités dans les actions d'application de la loi dans différents quartiers, expliqua Victoire, montrant des diapositives de données comparatives aux groupes diversifiés de représentants communautaires. Les métriques initiales montrent une réduction de 20% de ces disparités tout en maintenant une réponse appropriée à l'activité criminelle réelle. Les membres du Conseil posèrent des questions difficiles sur la durabilité et le changement culturel plus profond.
Ces améliorations dureraient-elles au-delà de l'examen initial ou le département reviendrait-il progressivement au modèle précédent une fois que l'attention publique se serait déplacée ailleurs? Victoire reconnut ses préoccupations légitimes. Les changements de politique créent le cadre. Mais la transformation de la culture prend plus de temps. C'est pourquoi les composantes de formation et les mécanismes de responsabilité sont critiques. Nous ne changeons pas seulement ce que font les agents, mais comment ils pensent à leur rôle dans la communauté. Après la réunion, Victoire fut approchée par la capitaine Leclerc, qui était devenue une alliée inattendue dans les efforts d'implémentation. Le scepticisme initial de l'agente à l'égard des réformes motivées politiquement avait évolué vers un engagement véritable alors qu'elle observait leurs effets positifs. Certains agents résistent toujours, admit Leclerc alors qu'elle marchait vers le parking. Ils voient la responsabilité comme une menace plutôt que comme une protection. Mais d'autres voient des avantages auxquels ils ne s'attendaient pas. Les temps de réponse s'améliorent en fait dans les quartiers minoritaires à mesure que les résidents deviennent plus disposés à s'engager avec les agents. La coopération avec les enquêtes a augmenté maintenant que les gens croient que les rapports seront pris au sérieux. Ce progrès progressif semblait simultanément encourageant et insuffisant pour Victoire, qui comprenait que les systèmes qui résistaient au changement pendant des décennies ne se transformeraient pas du jour au lendemain. Son pragmatisme professionnel entrait parfois en conflit avec son instinct maternel de protection immédiate. Elle voulait un monde qui était déjà juste pour ses filles, pas un monde qui devenait lentement moins injuste. Au lycée Saint-Augustin, l'initiative des jumelles avait évolué en un conseil formel d'équité étudiante avec des conseillers pédagogiques et une reconnaissance administrative. Leur approche avait mûri, passant de l'indignation vertueuse à la défense stratégique, identifiant des politiques et des pratiques spécifiques qui désavantageaient les élèves minoritaires et proposant des alternatives basées sur des preuves. Elles avaient appris à naviguer dans la résistance institutionnelle en construisant des coalitions et en documentant des modèles qui ne pouvaient pas facilement être écartés comme des incidents isolés. Au cours d'une réunion du conseil, Jasmine présenta une recherche sur les disparités disciplinaires au sein de l'école. Les élèves noirs sont 4 fois plus susceptibles de recevoir des suspensions pour des infractions subjectives comme l'irrespect ou les problèmes d'attitude. Tandis que les élèves blancs reçoivent plus souvent des avertissements pour les mêmes comportements. Nous avons compilé 3 ans de dossiers disciplinaires montrant des modèles cohérents qui ne peuvent pas être expliqués par des différences de conduite réelles, le conseil, qui comprenait des élèves de divers horizons et niveaux scolaires, élabora des recommandations pour des normes disciplinaires plus objectives et une formation des enseignants sur la reconnaissance des biais implicites. Leur travail créa des conversations parfois inconfortables mais nécessaires dans toute la communauté scolaire. Certains professeurs embrassant l'opportunité de croissance tandis que d'autres résistaient à ce qu'ils percevaient comme des accusations. Zoé s'était concentrée sur le développement du programme, contestant la représentation limitée des perspectives diverses dans les supports de cours. Nous ne demandons pas de jeter les textes traditionnels, expliqua-t-elle à un directeur de département sceptique. Nous demandons d'élargir la conversation pour inclure des voix qui ont été systématiquement exclues. Les cours de littérature qui ne présentent que des perspectives blanches sur l'expérience humaine ne préparent aucun élève au monde dans lequel il entrera après l'obtention du diplôme. Leur défense n'était pas venue sans coût personnel. Certains élèves les évitaient, mal à l'aise avec les conversations sur les privilèges et l'iniquité systémique. Certains professeurs semblaient les noter plus sévèrement, peut-être inconsciemment résistants à être enseignés par des élèves. Les jumelles étaient parfois en désaccord sur les tactiques et les priorités, testant leur approche typiquement unifiée des défis. Malgré ces difficultés, elles développaient des compétences en leadership et une résilience qui leur seraient utiles longtemps après l'obtention du diplôme. Leurs parents remarquèrent cette croissance lors des discussions familiales au dîner, où les jumelles contribuaient de plus en plus à une analyse sophistiquée des systèmes institutionnels plutôt que de se concentrer uniquement sur les actions individuelles. Pendant ce temps, la famille de Dubois continuait de s'adapter à leur nouvelle réalité. Les pressions financières augmentaient avec son revenu réduit dans son rôle de non-ADS. Elena prit des quarts de travail supplémentaires en tant qu'infirmière pour compenser, créant des tensions dans leur mariage, déjà mis à l'épreuve par l'humiliation publique de l'incident. Dylan restait distant, traitant ses sentiments complexes à propos des actions de son père et de leurs conséquences. Lors d'un rare moment de connexion alors qu'ils travaillaient ensemble sur la voiture de Dylan, Dubois tenta de combler l'écart. « Je sais que ça a été difficile pour toi. Les enfants à l'école te donnent du fil à retordre. » Dylan serra un boulon avec une force inutile avant de répondre. « Certain. Mais surtout, je me donne du fil à retordre à essayer de comprendre ce qu'il faut croire maintenant. » « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Dubois, tendant une clé lorsque Dylan tendit la main sans lever les yeux du moteur. « Tu m'as appris que la police protège les gens. Que si les gens suivent juste les règles,
Ils n'ont pas de problème avec les flics, il rencontra finalement les yeux de son père. Maintenant, j'essaie de comprendre un monde où ce n'est pas vrai pour tout le monde. Où suivre les règles ne garantit pas la sécurité si quelqu'un décide que tu n'as pas ta place quelque part. Cet échange honnête marqua un progrès timide dans leur relation. Alors que Dylan commençait à voir son père non pas comme un héros ou un méchant, mais comme une personne imparfaite capable à la fois d'actions nuisibles et d'une croissance véritable. La conversation ouvrit des possibilités de reconstruire la confiance basée sur la vérité plutôt que sur des perceptions idéalisées. Les divers efforts de réforme firent face à un test significatif lorsqu'un nouvel incident se produisit. Un autre ADS interpella un adolescent noir dans des circonstances parallèles à la rencontre de Dubois avec les jumelles. Cette fois, cependant, les protocoles récemment mis en œuvre entraînèrent une désescalade rapide et une intervention du superviseur avant que la situation ne dégénère. La séquence de la caméra corporelle fut examinée immédiatement. L'ADS fut mis en service administratif en attendant l'enquête. Et les liaisons communautaires furent notifiées de manière transparente. Plus significativement, le département reconnut publiquement des préoccupations concernant la justification de l'interpellation plutôt que de défendre automatiquement les actions de l'agent. Cette réponse mesurée démontra l'efficacité potentielle des nouveaux systèmes. Bien que Victoire et d'autres défenseurs aient reconnu qu'un incident géré correctement ne représentait pas un changement complet. Ils fournissaient néanmoins des preuves que des réformes intentionnelles pouvaient créer des résultats différents, renforçant leur engagement envers le travail difficile et continu de transformation. La partie se termine par une rencontre fortuite dans un café local entre Dubois et le docteur Dumas. Les hommes se saluèrent par des hochements de tête prudents, aucun des deux n'ayant l'intention de s'engager jusqu'à ce que le docteur Dumas s'approche de manière inattendue de la table de Dubois après avoir reçu sa commande. « Mes filles me disent que vous travaillez avec les cadets de police maintenant, dit-il. Ni amical ni hostile, enseignant ce qui s'est passé. » Dubois hocha la tête inconfortablement. « J'essaie de tirer quelque chose de bon de mes erreurs. » Après un moment de réflexion, le docteur Dumas offre une perspective qui capture la complexité de leur situation. La responsabilité n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'une autre. Cette rencontre symbolise le passage progressif de la crise immédiate de l'incident au voyage plus long du changement systémique. Non pas une résolution nette, mais un engagement continu envers des choix différents et des efforts de réforme soutenus par toutes les personnes impliquées. Un an après que l'ADS Marc Dubois a menotté les jumelles Dumas sur un trottoir de Val-du-Lys, une cérémonie de commémoration eut lieu à l'hôtel de ville d'Oakwood, Paris. L'événement ne célébrait pas l'incident lui-même, mais marquait les réformes mises en œuvre à sa suite. La Initiative Oakwood, désormais reconnue comme un programme modèle suscitant l'intérêt des départements à l'échelle nationale, avait entraîné des changements mesurables dans les relations police-communauté et les disparités d'application de la loi. Le hall en marbre de l'hôtel de ville avait été transformé avec des rangées de chaises faisant face à un podium rempli de membres de la communauté, de fonctionnaires de la ville, de représentants des médias et d'agents de police. Certains soutenaient les changements, d'autres étaient présents par obligation. La cérémonie rassembla des figures de notre histoire, leurs relations et perspectives transformées par les événements de l'année écoulée. Victoire Dumas s'approcha du podium pour s'adresser à l'auditoire rassemblé, sa précision caractéristique étant évidente à la fois dans son apparence et ses mots. Les systèmes résistent au changement jusqu'à ce que la crise crée une opportunité. Il y a un an, mes filles ont vécu ce que d'innombrables adolescents noirs affrontent sans la plateforme ou le privilège d'exiger des comptes. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas cet incident, mais plutôt la réponse de la communauté à celui-ci, choisissant la transformation plutôt que l'indignation temporaire. Elle décrivit les réalisations de l'initiative avec des données plutôt que de la rhétorique, formation complète sur les biais pour tous les agents. Surveillance civile avec autorité réelle. Politique révisée sur l'usage de la force et procédures disciplinaires transparentes. De grands écrans affichaient des statistiques montrant une diminution des disparités dans les actions d'application de la loi tout en maintenant les métriques de sécurité publique. Des preuves contredisant les critiques qui avaient affirmé que les réformes augmenteraient la criminalité ou entraveraient l'efficacité de la police. Ce travail n'est pas terminé, reconnut Victoire. Examinant l'auditoire diversifié, le changement institutionnel se produit progressivement avec un effort persistant et une vigilance constante. Mais nous avons démontré qu'une réforme significative est possible lorsque nous allons au-delà du blâme pour aborder les systèmes sous-jacents. Ce qui importe maintenant, c'est de continuer ce travail longtemps après que l'attention publique se soit déplacée ailleurs. Pendant que Victoire parlait, nous voyons les réactions de divers personnages dont nous avons suivi les parcours. Le commissaire Delcourt approchant de la retraite est satisfait que son département mettait enfin en œuvre des changements qu'il préconisait depuis longtemps.
La capitaine Leclerc dirige maintenant la division des relations communautaires nouvellement créée qui a mis en œuvre de nombreuses réformes. Le commandant Silla, dont l'unité de l'IGPN avait maintenant l'autorité de mener des enquêtes de fautes professionnelles sans interférence. Et le maire Peterson, initialement réticent, mais prenant maintenant un crédit partiel pour des réformes qui avaient amélioré la position de son administration auprès de diverses circonscriptions. Après la cérémonie, la famille Dumas se rassembla à la maison pour une commémoration plus privée. Les jumelles, maintenant lycéennes en dernière année se préparant pour l'université, réfléchirent à la façon dont l'incident et ses conséquences avaient façonné leur chemin. Jasmine avait été acceptée dans plusieurs universités prestigieuses avec l'intention d'étudier le droit et la politique publique. Sa recherche sur la réforme policière ayant évolué en une passion pour la justice systémique. Zoé, dont l'expression artistique de leur expérience avait attiré une attention inattendue des galeries et des plateformes en ligne, fréquenterait un institut d'art renommé pour développer sa narration visuelle axée sur des thèmes de justice sociale. Parfois, je suis toujours en colère en pensant à ce jour, admit Jasmine lors de leur conversation autour de la table à manger. Mais surtout, je suis fière de ce qui en est sorti. Le conseil d'équité étudiante est établi maintenant. Les changements de programme sont permanents. Les élèves de première année n'auront pas la même expérience que nous. Zoé hocha la tête en accord mais ajouta une perspective. C'est vrai, mais nous avions des ressources et un soutien que beaucoup n'ont pas. Je n'arrête pas de penser à tous les enfants qui sont profilés sans caméra enregistrant ou parents puissants pour plaider en leur faveur. Cette conscience à la fois du progrès et de l'inégalité persistante caractérisait leur vision du monde en développement. Ni naïvement optimiste ni cyniquement rejetante de la possibilité d'un changement significatif. Le docteur Dumas, qui avait été relativement silencieux pendant les aspects publics des réformes, se concentrant plutôt sur le soutien à la guérison de ses filles et au travail plus visible de sa femme, partagea sa perspective. Quand j'avais votre âge, je pensais que le changement signifiait transformer complètement les systèmes du jour au lendemain. Maintenant, je comprends que cela se produit souvent de manière incrémentielle par le biais d'une pression persistante à plusieurs points. Ce qui importe, c'est que la pression reste constante. Victoire, généralement concentrée sur les prochaines étapes plutôt que de célébrer les réalisations. S'accorda un rare moment de satisfaction. Vous avez transformé une injustice en catalyseur. C'est la réponse la plus puissante possible. À travers la ville, Dubois assista à la remise des diplômes de son fils Dylan. Leur relation avait lentement guéri au cours de la dernière année, bien que ne revenant pas à son état simple d'autrefois. Au lieu de cela, ils développèrent une communication plus honnête. Dylan posant des questions difficiles sur la police, la race et la justice, et Dubois répondant sans justification défensive. La cérémonie revêtait une signification particulière car Dylan annonça son intention d'étudier la justice pénale à l'université. Non pas pour suivre le chemin initial de son père dans la police, mais pour poursuivre un travail de réforme axé sur les pratiques de justice réparatrice. Cette direction était née de l'expérience de leur famille, transformant la crise personnelle en un engagement ciblé. Après la cérémonie, Dubois réfléchit à son parcours avec Elena alors qu'ils attendaient que Dylan finisse de prendre des photos avec des amis. Son rôle à l'école de police avait évolué de la simple transmission de son récit édifiant au développement d'une formation complète sur la reconnaissance et l'intervention des biais. Bien que n'étant plus un agent assermenté, il avait trouvé un épanouissement inattendu en aidant à façonner une nouvelle génération de policiers qui pourraient éviter ces erreurs. Il y a un an, je pensais que perdre mon insigne était perdre mon identité, admit-il, regardant son fils à travers le hall d'auditorium bondé. Maintenant, je réalise que j'ai plus d'impact positif que jamais en faisant des arrestations. Elena, qui l'avait soutenu à travers les périodes les plus sombres d'auto-remise en question sans jamais excuser ses actions, répondit avec une sagesse durement acquise. Parfois, nous avons besoin de perdre ce que nous pensions nous définir pour découvrir qui nous sommes réellement. La séquence finale de l'histoire apporte une conclusion inattendue par le biais d'une réunion soigneusement arrangée à l'église du Père Jean-Luc. Les jumelles Dumas, maintenant diplômées du secondaire se préparant pour l'université, avaient demandé à parler avec Dubois avant de partir pour l'école à l'automne. Leurs parents soutinrent cette décision mais leur permirent de se rencontrer indépendamment, reconnaissant l'autonomie de leur fille dans le traitement de leur propre expérience. Lorsque Dubois arriva, visiblement nerveux malgré les mois de croissance personnelle, il trouva Jasmine et Zoé qui l'attendaient dans le jardin de l'église. Leur attitude posée lui rappela leur dignité lors de la rencontre initiale. Mais maintenant elles se rencontraient en tant qu'individus sur un pied d'égalité plutôt qu'ADS et suspects. Après un échange initialement maladroit, Jasmine expliqua leur but. Nous voulions vous parler directement avant de partir pour l'université.
Non pas pour clore le chapitre ou le pardon ou quelque chose de symbolique. Mais parce que les systèmes ne changent que lorsque les gens en leur sein changent. Zoé continua leur approche clairement coordonnée. Notre mère a travaillé sur la politique. Notre père se concentre sur la guérison communautaire. Nous avons plaidé à l'école. Mais nous avons réalisé que nous ne vous avions jamais parlé personnellement après tout ce qui s'est passé. Dubois écouta attentivement, ayant appris la valeur d'entendre les perspectives des autres sans formuler immédiatement des défenses ou des réponses. La conversation qui suivit ne fut pas dramatiquement émotionnelle ni remplie de récriminations ou d'absolutions. Au lieu de cela, elle fut pensivement réfléchie, les trois reconnaissant la complexité des systèmes qui avaient façonné leur rencontre et ses conséquences. Les jumelles partagèrent comment l'expérience les avait affectées personnellement au-delà du récit public. Dubois décrivit sa compréhension évolutive de la façon dont ses actions représentaient des modèles plus larges plutôt que des erreurs isolées. Je ne dirais pas que je suis reconnaissante pour ce qui s'est passé, conclut Jasmine alors que leur conversation touchait à sa fin. Mais j'apprécie ce qui est venu après. Pas seulement les politiques qui changent, mais les gens qui changent, y compris nous. Zoé ajouta la perspective qui capture le thème central de l'histoire. Astérisque astérisque, les systèmes ne changent pas à moins que les gens en leur sein ne changent d'abord. Astérisque astérisque. Avez-vous déjà été témoin d'un moment où un incident d'injustice a finalement conduit à un changement positif ? Commentez ci-dessous en partageant votre expérience de justice transformatrice ou un moment où la responsabilité a créé de la croissance au lieu de la simple punition. Aimez cette vidéo si vous croyez que les systèmes peuvent changer lorsque les gens en leur sein ont le courage de reconnaître leurs erreurs et de travailler à l'amélioration. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires puissantes qui explorent des problèmes sociaux complexes avec profondeur et nuance. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de voir que même les rencontres douloureuses peuvent parfois mener à une guérison et un progrès inattendu. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage de la confrontation à la transformation. Montrant comment un incident peut se répercuter pour affecter des individus, des institutions et des communautés entières. Rappelez-vous, comme l'a dit Zoé, les systèmes ne changent pas à moins que les gens en leur sein ne changent d'abord. 113.4 S. Use arrow up and arrow down to select a turn. Ante to jump to it. And escape to return to the chat.